is now in session. L'audience la Cour pénale internationale est ouverte. Please, veuillez vous asseoir. Good afternoon, everyone. Le président, bonjour à tous. Monsieur le greffier, veuillez citer l'affaire. Le greffier d'audience, bonjour, monsieur le président, messieurs les juges. Situation en République centrafricaine. Affaire le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidel Babalawando et Narcisse Arido. Référence de l'affaire ICC 0105-0113 et nous sommes en audience publique. Le président, merci beaucoup. Maintenant, les présentations, s'il vous plaît. Commençons par l'accusation. Monsieur Van de Pooij. Monsieur Van de Pooij, bonjour. Messieurs les juges, le bureau du procureur est représenté par Olivia Stuyven, Nina Melaligna, ensuite juste derrière moi, Marichel Regeblasi, Priyadarshini Narayanan, et ensuite Sylvie Vidinia et Sylvie Wakshom. Et je suis Kweku Van de Pooij. Je vous salue. Le président, très bien. Les équipes de la défense. Maintenant, commençons par la défense de Monsieur Bemba. Madame Taylor, allez-y, Maître Taylor. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Je suis donc Mélida Taylor et je représente les intérêts de Monsieur Bemba. Et je suis aidée de Mylène Dimitri et Pierre de la Brière Inès. Question, merci. Maintenant, Maître Carnavas, la défense de M. Kilolo. Maître Carnavas, bonjour. Bonjour à tous dans ce prétoire et aux alentours. Je suis assistée de Madame Bengue et de Anastasia Tararenko et je suis donc Michael Carnavas. Pour M. Kilolo, le président est maintenant, qu'en est-il de M. Magenda? M. Gosnell, bonjour à tous. Christopher Gosnell, aidé par Nikki Sethi. Je vous remercie, le président. Très bien, merci beaucoup. Donc, pour rappel, le 19 octobre 2016, les 5 accusés dans cette affaire ont été déclarés coupables d'atteinte à l'administration de la justice pour subornation intentionnelle de témoins de la défense et sollicitation, encouragement ou assistance à la commission de faux témoignages auprès de 14 témoins de la défense dans le cadre de l'autre procès concernant Jean-Pierre Bemba à la CPI. Le 22 mars 2017, la présente Chambre a prononcé les peines dans la présente affaire. Le 8 mars 2018, la Chambre d'appel a rendu ses arrêts relatifs aux déclarations de culpabilité et aux peines. Elle a confirmé l'ensemble des déclarations de culpabilité prononcées en application des alinéas A et C de l'article 70.1 du statut, c'est-à-dire sollicitation, encouragement ou assistance à la commission de faux témoignages et subornation intentionnelle de témoins. Et a annulé l'ensemble des déclarations de culpabilité prononcées en application de l'alinéa B de statut 70.1, c'est-à-dire présentation de faux témoignages. En ce qui concerne Fidel Babala et Narcisse Arido, la Chambre d'appel a confirmé leur peine. Cela signifie que tant leur déclaration de culpabilité que leurs peines sont définitives. En ce qui se concerne Jean-Pierre Bemba, Aimé Kilolo et Jean-Jacques Magenda, la Chambre d'appel a infirmé leurs peines et a renvoyé la question à la présente Chambre. Ce qui explique notre présence aujourd'hui dans ce prétoire. Aujourd'hui, la Chambre rend sa décision portant fixation d'une nouvelle peine pour Jean-Pierre Bemba, Aimé Kilolo et Jean-Jacques Mangenda. Le présent exposé, bien sûr, ne constitue qu'un résumé de la décision de la Chambre. Seule la décision écrite fait foi. L'accusation prie la Chambre de prononcer contre chacune des 3 personnes condamnées la peine maximale de 5 ans d'emprisonnement chacun. Et c'est en outre déclaré favorable à l'imposition d'une amende substantielle. Après l'acquittement prononcé dans l'affaire principale, la défense de Jean-Pierre Bemba demande à présent, et je cite,
qu'il soit libéré de toute condamnation une fois qu'il se sera acquitté d'une amende raisonnable auprès du fonds au profit des victimes. » Fin de citation. La défense d'Aimé Kilolo prie la Chambre de remanier la peine infligée à son client de façon à conserver celle initialement prononcée contre lui. Cela entraînerait une peine d'emprisonnement de 11 mois et une amende de 30 000 €. La défense de Jean-Jacques Magenda demande que la nouvelle peine infligée à son client soit réduite au temps déjà passé en détention, en précisant qu'il a déjà passé un peu plus de 11 mois en détention dans le cadre de l'espèce. La Chambre va commencer par prononcer les nouvelles peines uniques avant d'en résumer le fondement. Alors, concernant M. Jean-Jacques Magenda, M. Kilolo et M. Bemba, voici les nouvelles peines. Concernant Jean-Jacques Magenda, la Chambre le condamne à une peine totale de 11 mois d'emprisonnement. Après déduction du temps qu'il a déjà passé en détention, la Chambre considère que la peine d'emprisonnement a été purgée. Concernant Aimé Kilolo, la Chambre le condamne à une peine totale de 11 mois d'emprisonnement. Après déduction du temps qu'il a déjà passé en détention, la Chambre considère que la peine d'emprisonnement a été purgée. La Chambre condamne en outre Aimé Kilolo à une amende de 30 000 €. Concernant Jean-Pierre Bemba, la Chambre le condamne à une peine totale de 12 mois d'emprisonnement. Après déduction du temps qu'il a déjà passé en détention, la Chambre considère que la peine d'emprisonnement a été purgée. En outre, la Chambre condamne Jean-Pierre Bemba à une amende de 300 000 €. Pour arriver à ces peines, la Chambre a examiné de nouveau tous les éléments à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Lorsque la Chambre a estimé que ces considérations précédentes demeuraient exactes, elle a intégré à la présente décision le raisonnement de la précédente décision relative à la peine. Comme elle l'a dit par le passé, la fixation d'une nouvelle peine n'est pas l'occasion de réexaminer des questions définitivement tranchées dans les arrêts rendus par la Chambre d'appel. Les erreurs relevées par la Chambre d'appel dans ces arrêts ne touchent que des aspects limités, se rapportant plus précisément, premièrement, à l'appréciation de la nature des faux témoignages, lesquels concernent des questions ne touchant pas au fond. Deuxièmement, au raisonnement permettant de distinguer en l'espèce la responsabilité de l'auteur principal de celle du complice. Troisièmement, au pouvoir de la Chambre de surseoir à l'exécution d'une peine. Et quatrièmement, aux déclarations de culpabilité prononcées sur le fondement de l'article 70(1)b du statut. Et je vais bientôt y revenir. Mais avant de résumer les nouvelles considérations découlant de ces aspects, la Chambre se penchera à titre préliminaire sur certains arguments avancés par l'accusation au sujet de l'acquittement prononcé dans l'affaire principale du 8 juin 2018. L'accusation soutient que les éléments de preuve faux et viciés produits par les personnes condamnées ont affecté la procédure d'appel dans l'affaire principale. Elle affirme que l'acquittement est une preuve du préjudice causé par le comportement des personnes condamnées et constitue donc une circonstance aggravante. La Chambre n'est pas du tout d'accord avec ce raisonnement-là. Elle rappelle qu'il a été clairement indiqué que la présente affaire est indépendante de l'affaire principale, ce qui signifie qu'aucune des conclusions tirées quant aux preuves en l'espèce n'a été affectée d'une quelconque manière par l'arrêt rendu dans l'affaire principale. Cela signifie également que pour apprécier dans quelle mesure les témoins corrompus ont affecté le fond de l'affaire principale, la Chambre finirait inévitablement par examiner le dossier de l'affaire principale. Et cela reviendrait à ignorer les orientations constantes de la Chambre dans cette affaire. De plus, absolument rien n'indique que dans l'affaire principale, la majorité des juges de la Chambre d'appel s'est appuyée sur les témoins corrompus. L'accusation n'a manifestement pas établi de lien de causalité
entre ce pourquoi les 3 personnes ont été condamnées en l'espèce et le résultat de l'arrêt rendu par la Chambre d'appel dans l'affaire principale. Cela signifie que la Chambre ne peut pas considérer l'acquittement prononcé dans l'affaire principale comme permettant d'alourdir les peines à fixer en l'espèce. Je vais maintenant parler des erreurs trouvées par la Chambre d'appel dans son arrêt. Tout d'abord, s'agissant de l'appréciation de la nature des faux témoignages, la Chambre estime maintenant que l'indépendance des affaires justifie qu'il ne soit pas tenu compte du fait que les faux témoignages portaient uniquement sur des questions ne touchant pas au fond. Et les raisons se trouvent d'ailleurs dans la décision écrite. Cela dit, même si les faux témoignages portaient seulement sur des questions ne touchant pas au fond, elle accorde de toute façon le poids qu'il convient à l'importance des dites questions. Ces questions ont été considérées comme revêtant, et je cite, une importance fondamentale pour apprécier, en particulier, la crédibilité des témoins. Fin de citation. La Chambre a également souligné que ces questions, et je cite à nouveau, permettent d'obtenir des informations indispensables et elles sont délibérément posées aux témoins dans le but d'évaluer leur crédibilité. Fin de citation. Cette erreur n'a donc qu'un effet relativement minime sur les nouvelles peines qu'il convient d'imposer. Deuxièmement, s'agissant des raisons d'opérer en l'espèce une distinction entre la responsabilité de l'auteur principal et celle du complice, la Chambre reconnaît que cette différence n'entraîne pas de véritable différence dans les peines qu'il convient d'imposer à Jean-Pierre Bemba et Aimé Kilolo. Jean-Pierre Bemba et Aimé Kilolo sont responsables d'infractions visées à l'article 70.1a et à l'article 70.1c, essentiellement à raison des mêmes actes et comportements. Mais le cas de Jean-Jacques Manganda est différent. L'accusation n'a pas fait appel sur ce point en ce qui le concerne. Même si la Chambre décidait d'appliquer ces mêmes considérations à Jean-Jacques Manganda, celui-ci est le seul des 3 condamnés à n'avoir pas été reconnu coupable sur le fondement de l'article 70.1a s'agissant des 14 témoins corrompus. Il n'a été reconnu coupable que s'agissant de 9 des 14 témoins. Et la Chambre considère que la peine à lui imposer au titre de l'article 70.1a doit dûment refléter ce facteur ainsi que tous les autres, la peine devant être inférieure à celle infligée au titre de l'article 70.1c. Troisièmement, pour ce qui est de la perte de pouvoir de la Chambre de prononcer le sursis, s'agissant de la perte du pouvoir de prononcer le sursis, bien que les conditions du sursis fixées par la Chambre ne soient plus juridiquement contraignantes pour Aimé Kilolo et Jean-Jacques Manganda, il n'en reste pas moins qu'ils les ont toutes respectées pendant environ la moitié de la période qu'avait arrêtée la Chambre dans la décision relative à la peine, soit 1 an et demi sur les 3 ans imposés. La Chambre considère que leur conduite après leur mise en liberté dans le cadre du sursis doit être prise en considération pour fixer les nouvelles peines, ce qui rendrait plus adaptée une peine correspondant au temps déjà passé en détention, soit un emprisonnement de 11 mois environ. Cette solution va dans le même sens que la peine non privative de liberté initialement prononcée par la Chambre. Aimé Kilolo avait été condamné à une peine unique d'emprisonnement de 30 mois et Jean-Jacques Manganda à une peine unique de 24 mois. Mais il a été sursis à l'exécution du reste des peines d'emprisonnement pour la durée excédant le temps déjà passé en détention. Cela signifiait que la durée supplémentaire fixée dans la décision relative à la peine n'avait pour seule finalité que de les inciter à respecter strictement les conditions du sursis. Aimé Kilolo et Jean-Jacques Manganda ont respecté toutes les conditions du sursis jusqu'à présent, et rien n'indique qu'ils n'auraient pas continué de la sorte. À cet égard, nous soulignons que la Chambre d'appel a enjoint à la présente Chambre de fixer de nouvelles peines et non pas de traiter les peines initialement prononcées comme des peines non assorties d'un sursis en ne les ajustant qu'à partir de ce point de départ.
Si les conclusions de la Chambre d'appel n'avaient pour seul résultat que d'obliger Aimé Kilolo et Jean-Jacques Manganda à purger au moins leur peine initiale sans sursis, la Chambre d'appel les aurait en bonne logique fait réincarcérer, sitôt rendu l'arrêt relatif à la peine. Elle n'en a rien fait, ce qui laisse entendre que son raisonnement n'excluait pas la possibilité de prononcer une peine non privative de liberté à l'encontre d'Aimé Kilolo et ou de Jean-Jacques Manganda. Quatrièmement, s'agissant de l'annulation des déclarations de culpabilité fondées sur l'article 70.1b, il va de soi qu'elle devrait avoir une certaine incidence sur les peines uniques. C'est là une conséquence directe de l'application de la première phrase de l'article 78.3 du statut, qui dispose que la Chambre doit prononcer une peine pour chaque crime et ensuite donc une peine unique. Étant donné que les infractions commises dans cette affaire qualifiaient pour l'essentiel les mêmes actes et comportements des trois personnes condamnées, mais de trois manières différentes, relevant respectivement des alinéas A, B et C de l'article 70.1 du statut, l'annulation de l'une des trois déclarations de culpabilité ne devrait pas aboutir à quoi que ce soit qui ressemble à une réduction proportionnelle des peines. Elle considère toutefois que cette annulation doit être prise en considération. J'en arrive maintenant aux conclusions finales. La Chambre estime qu'au fin de la fixation des nouvelles peines, l'effet combiné de ces considérations est le suivant. Premièrement, Jean-Pierre Bemba et Aimé Kilolo ont reçu la même peine d'emprisonnement pour les infractions visées aux alinéas petit a et petit c de l'article 70.1 du statut. Deuxièmement, la peine prononcée contre Jean-Jacques Manganda au titre de l'article 70.1 petit a reste proportionnellement plus faible que celle qui lui est infligée au titre de l'article 70.1 petit c. Troisièmement, Aimé Kilolo et Jean-Jacques Manganda ont reçu des peines non privatives de liberté. Quatrièmement, les peines individuelles prononcées au titre de l'article 70.1 petit b sont entièrement abandonnées. De manière plus générale, la Chambre n'est pas convaincue que les arrêts rendus par la Chambre d'appel en l'espèce imposent une modification substantielle des peines d'emprisonnement initialement fixées si celles-ci sont correctement comprises. Bon nombre des nouvelles considérations que la Chambre a dû examiner vont dans des directions opposées et dans une certaine mesure se neutralisent les unes les autres. Le résultat final est semblable à ce qui avait initialement été ordonné dans la décision relative à la peine. S'agissant spécifiquement de la peine unique d'1 an d'emprisonnement initialement prononcée à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, la Chambre relève qu'après l'acquittement de Jean-Pierre Bemba dans l'affaire principale, la défense lui a demandé de n'infliger qu'une amende raisonnable sans peine d'emprisonnement. La Chambre rappelle que l'acquittement prononcé dans l'affaire principale n'a pas d'incidence sur les peines à infliger en l'espèce, et elle considère que l'absence de peine d'emprisonnement ne reflèterait pas correctement la culpabilité de Jean-Pierre Bemba. Au-delà des peines d'emprisonnement pour M. Bemba et M. Kilolo, la Chambre a conclu que le meilleur moyen de refléter les déclarations de culpabilité prononcées à l'encontre de Jean-Pierre Bemba et Aimé Kilolo pour deux infractions distinctes est de recourir à des amendes. Étant donné que Jean-Pierre Bemba dispose de bien plus de moyens qu'Aimé Kilolo, son amende devrait être substantiellement plus élevée pour avoir un effet dissuasif équivalent. En ce qui concerne Jean-Jacques Manganda, la Chambre rappelle les considérations supplémentaires spécifiques à son cas qui justifient l'allègement de sa peine. L'effet combiné de toutes ces considérations justifie de fixer à titre cumulatif une peine d'emprisonnement unique atteignant au maximum sa peine d'emprisonnement individuelle la plus lourde, sans autre type de peine. Et une toute dernière considération, nous allons pour finir nous intéresser aux arguments avancés par l'accusation pour soutenir qu'au-delà des erreurs relevées par la Chambre d'appel, les peines imposées précédemment et maintenant effectivement réimposées sont manifestement disproportionnées.
La fixation de la peine n'est pas une science exacte. Malgré tous les éléments d'orientation apportés par tous les textes de la Cour, il incombe inévitablement au juge d'apprécier personnellement ce qui constitue la juste peine. Cela explique pourquoi les chambres de première instance disposent d'un large pouvoir discrétionnaire à cet égard. Dans le cadre de la fixation des nouvelles peines, la Chambre considère comme accessoire le fait que ces conclusions entraînent la réduction de certaines peines d'emprisonnement comme suite à l'appel de l'accusation. Ce qui importe, c'est de fixer des peines appropriées et proportionnées dans les circonstances. La Chambre d'appel a renvoyé la question des peines à la présente Chambre pour qu'elle les fixe de nouveau, pas nécessairement pour qu'elle les alourdisse. Il y a un aspect qu'il convient de ne pas oublier. La Chambre tient à souligner que les 3 personnes condamnées ont été détenues pendant de longues périodes en l'espèce. Cette affaire a eu des répercussions considérables sur leur réputation professionnelle, leur situation financière, indépendamment de toute amende, et leur situation familiale. La Chambre estime qu'un effet dissuasif considérable s'attache à l'idée même que des personnes travaillant pour une équipe de la défense devant la CPI aient pu être arrêtées, placées en détention pendant une période significative et condamnées pour un comportement criminel adopté dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Aux yeux de futurs accusés, la condamnation de Jean-Pierre Bemba pourra constituer une mise en garde concernant le type de conséquences que peuvent avoir les entraves à la justice. L'acquittement de Jean-Pierre Bemba dans l'affaire principale aurait dû marquer la fin de son interaction avec la Cour. Mais le spectre de l'institution continue de planer au-dessus de lui parce qu'il a porté atteinte à l'administration de la justice. Des peines d'emprisonnement maximales ne sont pas nécessaires pour que la présente affaire compte. La Chambre considère que les nouvelles peines infligées à l'issue de ce processus sont proportionnées à la gravité des infractions commises en l'espèce et tiennent compte de tous les éléments pertinents précédemment énoncés, en particulier des circonstances atténuantes. Plus largement, elle estime que l'accusation n'a pas pris la pleine mesure de l'effet punitif et dissuasif de ce qui a déjà été fait. Ainsi s'achève le résumé de la décision de la Chambre. La Chambre souhaite à nouveau remercier les parties pour leur contribution et la qualité de leur travail pendant le procès. Elle souhaite également remercier tous ceux qui, au sein du greffe, rendent possible la tenue de ces procédures. Elle remercie tout particulièrement ceux des membres du personnel de la section des services linguistiques dont le travail a permis à la Chambre de rendre simultanément en anglais et en français la décision d'aujourd'hui. L'audience est levée. All rise. We will